J'indiquais tout à l'heure que vous êtes avocat constitué dans le dossier les ayants droit de Martinez Zogo. Quelles sont les dernières informations qui filtrent le tribunal militaire en rapport avec cette affaire-là? Bien évidemment, vous êtes avocat, donc vous savez jusqu'où ne pas aller trop loin dans les informations que vous donnez. De toute façon, on est dans une procédure qui se retrouve sur les réseaux sociaux. Donc, c'est même plus possible de violer le secret de l'instruction aujourd'hui parce que tout est déjà étalé sur les réseaux. Aux dernières nouvelles, le juge Sikati est toujours dans son bureau, il s'occupe toujours du dossier Martinez Zogo. On parlait, mon confrère, je rejoins d'ailleurs mon confrère là-dessus, sur ce décret. En aucun cas et en aucun moment, ce décret nous dit monsieur maître de juge Sikati est démis, est relevé de ses fonctions, est affecté ailleurs ou bien que le juge Zier remplace jamais. Et ça, et je veux dire, enfin, je fais un peu le relais de ce que j'ai entendu, des commentaires que j'ai entendus dessus, disant que finalement, on ne peut pas nommer de vice-président, on ne peut pas nommer de juge d'instruction. Non, la loi le permet. Le code d'organisation judiciaire le permet. La loi sur le portant code de justice militaire le permet. De mémoire, ces articles 4, 5, qui permettent un ou plusieurs vice-présidents, un ou plusieurs juges d'instruction. Donc, pour moi, il n'y a pas de difficulté. Maintenant, la difficulté se pose au niveau du timing. Oui. En effet, on a eu une sorte de cataclysme de notre juridiction le 1er décembre. Par la suite, effectivement, ça intervient. Et je vais d'ailleurs embrayer pour vous dire, avant que ça aussi, ça ne se retrouve sur les réseaux sociaux, nous, le collectif des avocats de défense des parties civiles, les ayants droit de Martinez Zogo, avons écrit au président de la République. Nous avons demandé à ce qu'il y ait un retour de la sérénité dans ce dossier. Nous avons posé les différents griefs que nous avons à l'égard du juge Sikati, et de l'instruction qu'il a menée, et nous avons posé des pistes de résolution, de sortie de crise en fait, pour que la justice camerounaise sorte un peu la tête haute de ce scandale que nous avons vécu le 1er décembre. Et parmi les propositions que vous avez faites, il y avait la collégialité. Exactement. Nous avons demandé à ce qu'il y ait plusieurs juges. Parce que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Vous avez plusieurs collectifs d'avocats, un magma, un agrégat d'intelligence, de stratégie, face à un seul juge, qui subit ses assauts intellectuels, ses pressions financières, ses pressions politiques. On s'est dit, c'est pas possible. Ailleurs, c'est possible d'avoir, il y en a vu dans des cas d'une sensibilité comme celle-là, voire même en deçà de celle que nous vivons, on a vu qu'il y avait 4, 5, 6 juges d'instruction qui pouvaient être nommés. Donc, pour ramener cette sérénité-là dans ce dossier, on estimait qu'effectivement, il fallait plusieurs juges d'instruction, pas un seul. Même si, une fois de plus, je le dis et je le répète, on a énormément de griefs, et d'ailleurs nous avons encore écrit au juge Sikati par rapport aux griefs qu'on lui fait, notamment le fait qu'on n'a pas été associé à cette instruction jusqu'à ce jour. Donc tout ce qui se fait, on découvre dans la presse comme tout le monde, alors que nous sommes partie civile, on doit travailler à minima, main dans la main avec le juge d'instruction. Et de ce fait, nous avons demandé l'annulation de toutes les auditions et confrontations qui ont été faites en dehors de notre présence. Pareil, l'annulation de toutes les expertises, parce que le code de procédure pénale prévoit que nous, parties civiles, on doit nous notifier les rapports d'expertise. On doit même, quand on désire un expert, on doit être informé, parce qu'on peut être amené à poser des questions supplémentaires au juge ou à demander des contre-expertises. Ça n'a jamais été le cas. Il y a environ 2, 3, voire 4 expertises qui ont eu lieu dans ce dossier. Pareil, on a découvert les résultats, notamment l'expertise concernant la fameuse vidéo. On a découvert dans cette ordonnance dont mon confrère parlait tout à l'heure, une ordonnance qui, pour revenir encore dessus, mais vraiment, mais sort totalement de l'ordonnancement juridique, d'orthodoxie juridique, que ce soit du tribunal militaire ou toutes cours pénales. Donc, on a, contester cet ensemble de faits, parce que le juge Sikati, bien évidemment, une fois de plus, nous sommes les premiers victimes de son instruction qu'il a menée. Mais on se doit, par honnêteté intellectuelle, de dire que cette ordonnance, ce décret-là, il ne comporte aucunement un dessaisissement de juge Sikati. Peut-être ça interviendra. Alors, mais est-ce qu'il est, lorsqu'on désigne, par exemple, le juge d'instruction Zier, il peut donc être associé à la procédure? Il peut être associé. Et à ce moment, est-ce que la procédure recommence ou bien il continue là où elle se trouve? Après,
c'est une question d'organisation au sein du tribunal. On ne va pas forcément recommencer. Peut-être l'un va être assigné à contrôler ce qui a déjà été fait, pendant que l'autre... Alors, n'oublions pas quand même qu'il ne reste plus longtemps, hein, trop de temps dans cette procédure. Cette instruction, elle doit durer 18 mois. On a déjà, elle a débuté de mémoire au mois de mars. Voilà. 4 mars. Voilà, on a déjà épuisé pas mal de temps. Il faut avancer. Il faut avancer, il faut refaire ce qui a été mal fait, tout en progressant, évidemment, en menant cette instruction à son terme. Et ce terme-là, on ne peut pas dépasser ce délai de 18 mois parce qu'on risque de se retrouver à devoir, là, effectivement, mettre en liberté les personnes qui sont mises en cause dans ce dossier. Donc, il faudrait, effectivement, soit l'adjoindre, soit... Est-ce que dans les griefs que vous avez soulevés, ou bien dans les observations que vous avez faites sur la procédure, est-ce que vous avez noté, par exemple, que, je peux me tromper, hein, qu'on ne voit pas l'État partie prenante, pourtant les agents qui sont impliqués dans cette affaire sont quand même des agents de l'État, des fonctionnaires de l'État, qui sont accusés justement d'avoir utilisé la machine de l'État pour torturer un individu qui aujourd'hui est assassiné, qui aujourd'hui est décédé. Alors effectivement, ça c'est le grand absent de cette procédure, de cette instruction. L'État. On tourne, on parle de telle personne, telle mise en cause, mais on oublie que quelque part, le civilement responsable dans cette affaire, c'est l'État. Est-ce que le justificatif a pris soin de citer l'État, ou voire même à titre de témoin, ou peu importe de quelque manière, de faire en sorte, pour faire en sorte qu'il puisse être impliqué dans cette procédure. Quand on regarde cette affaire, on regarde sur le plan de droit international, quand un acte est commis par un organe de l'État, on estime que c'est l'État qui est responsable. Donc on estime que le fait illicite est le fait de l'État. Que l'État a engagé ses agents et consorts pour ce faire. Aujourd'hui, ce qu'il faudrait, c'est que l'État vienne dans cette procédure. L'État vienne nous dire, ok, je suis civilement responsable parce que j'ai mon organe qui a été utilisé, j'ai mes agents qui ont été utilisés, j'ai mon matériel qui a été utilisé, j'ai ma stratégie de défense de sécuritaire qui a été mise en place pour aboutir à cela. Soit je suis le responsable, mais ceci n'est pas une simple faute de service. C'est des actes personnels des gens que j'ai engagés. Mais pour que ce soit fait, il faut que l'État soit dans la procédure. Et aussi, ça servirait à l'État, ça servirait de faire en sorte qu'on ne dise pas que ce soit un crime d'État. Enfin, qu'on se limite plutôt à ce que ce soit un crime d'État et non pas un crime de l'État. Parce que les crimes de l'État, ça voudrait dire que c'est l'État qui a initié, qui est l'ordonnateur, qui est le commanditaire de ce crime. Or, en l'état, enfin, à l'instant T où nous sommes, on est juste au niveau de se dire que finalement, c'est un crime d'État parce que c'est le matériel, c'est le personnel de l'État qui est utilisé. Donc il faudrait, et ça fait partie effectivement des demandes que nous avons faites, et ça fait partie des éléments qui permettraient de ramener la sérénité dans ce dossier pour qu'on puisse, quand on arrivera à la phase de jugement, que toutes les responsabilités soient établies, et que, bien évidemment, qu'on puisse nous aussi avoir accès au dossier, parce que nous, les parties civiles, nous ne l'avons pas. Et ce sera un point très très important. Je veux vraiment terminer sur ces aspects-là, les aspects notamment de grief à l'encontre du juge Sikati. Nous avons fait une demande d'expertise pour déterminer les causes exactes de la mort. Nous n'avons pas de réponse à ce jour. Or, ces demandes d'expertise pourraient venir régler le problème de l'instruction. Il y a plusieurs sévices que Martinez-Zogo a subis. L'expertise qu'on demandait, c'est de nous dire exactement, parmi tous ces sévices, quel est l'acte qui a causé la mort. Ça permettrait de mettre de côté cette fameuse théorie, cette chimère littéraire qu'on entend de second commando qui serait venu terminer le travail. Ça permettrait aussi effectivement de conforter la demande de requalification que nous avons faite aussi, mais qui n'a pas obtenu de réponse. Parce que, je prends juste un exemple, hein, sur les sévices subis. On nous l'a dit de manière triviale, on lui a enfoncé un bâton dans le rectum, dans l'anus, pour parler de manière triviale. Quand cela t'arrive, je ne suis pas médecin, mais de ce que j'ai pu comprendre, c'est que il peut y avoir une perforation des organes, des intestins et consorts, ce qu'on appelle une péritonite. Donc, tous les intestins sont perforés, s'il n'y a pas de prise en charge dans les 2 heures, coma, décès.
Donc que la première équipe qui a admis, qui a reconnu avoir porté cet acte-là, ne peut pas venir nous dire que vous avez causé un acte mortel, et finalement ce n'est pas vous les responsables. Donc ça fait partie de l'ensemble des griefs que nous avons à l'encontre du juge Cassis, mais nous estimons aussi qu'effectivement, au regard du temps, au regard quand même, parce qu'il a quand même comment dire, une image de probité, et on veut lui accorder le bénéfice du doute, parce que, évidemment, comme mon confrère l'a dit, et je le soutiens là-dessus, c'est que on n'a pas la preuve aujourd'hui que cet acte soit l'acte même du juge Sikati. Il faudrait aussi notamment qu'une enquête, non pas simplement au niveau du tribunal, une enquête parlementaire sur la commission de cet acte devrait être mise en place. Parce que nous sommes quand même dans un acte d'une gravité extrême. Qu'on nous dise à quel moment ce pacte conspiratif a été mis, est-ce que ça a été fait au tribunal, dans un café, ou... Bon, il y a des rumeurs qui disent que ça s'est même fait au Mont-Fébé. Il y a certains qui le disent. Mais bon, mais qu'on nous dise qu'une enquête soit menée, et si l'enquête établit qu'effectivement ce document a été produit, même écrit sur l'ordinateur du juge Sikati, qu'on en tire les conséquences. Mais à ce stade, nous avons effectivement la présence du juriste qui veut que, bon, on attend d'avoir les preuves avant de condamner définitivement qui que ce soit, même si on a des griefs envers les actes posés par cette personne.